Bonjour à tous, bienvenue à la Skills Week saison 3, la Learning Week de Skills Day et surtout bienvenue sur la 7e émission, déjà l'avant-dernière, ça passe hyper vite et aujourd'hui on va vous parler de management inclusif. Alors je suis Joy, Head of Brand chez Skills Day, un organisme qui a pour mission de moderniser et digitaliser la formation en entreprise pour former vraiment. En 2020, on se lance le pari de vous offrir quelque chose d'utile pour vous développer personnellement, professionnellement, renforcer vos soft skills. Et puis, on est là 3 saisons plus tard avec plus de 12 000 personnes. C'est incroyable ce qu'on vit et je suis super heureuse de partager ces moments-là avec vous. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 1300. C'est énorme. Donc, on va répondre à toutes vos questions dans le chat avec Anne-Sophie et Gaëtan. Et bien sûr, en fin de séance, vous profiterez d'un temps d'échange directement avec Laurent pour pouvoir poser toutes vos questions. Restez connectés jusqu'au bout pour vivre ce moment-là et pour tenter aussi de remporter cette box, une box surprise sur la Skills Week. Vous verrez, les règles du jeu sont sympas. Restez jusqu'au bout avec nous. Alors, je vous présente Laurent tout de même. Après un long parcours de manager opérationnel avec des responsabilités importantes, Laurent s'est formé à l'approche neurocognitive et comportementale, ANC, et à ses outils pour développer les soft skills. Il est passionné par l'humain et les méthodes innovantes de management et il s'est rendu compte des limites du management traditionnel. En entreprise, il a souhaité partager son expérience dans un livre qui vient juste de paraître, qui est nommé « Intelligence relationnelle et inclusion », donc il est disponible. Laurent est aujourd'hui directeur du développement au sein de l'Institut de médecine environnementale IME Conseil. Alors un maximum de bruit pour Laurent, c'est à toi. Merci Joy pour cet accueil en fanfare et bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de management. Alors management, comme tu l'as rappelé, j'ai un long parcours en entreprise et puis j'ai aussi essayé de voir quelles étaient les limites du management et j'ai essayé de creuser dans ce qu'on appelle les soft skills, ça te parlera, pour comprendre quels soft skills un bon manager devrait développer. Parce que malheureusement, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que beaucoup de managers n'étaient pas encore complètement aguerris. La bonne nouvelle, c'est qu'on va essayer de partager quelques pistes pour faire en sorte qu'ils trouvent des solutions à leurs difficultés du quotidien, mais pas que, il n'y a pas que les managers dans la vie, il y a aussi toutes celles et ceux qui sont accompagnés par des managers qui ne sont pas forcément au top. Alors d'où je parle aujourd'hui? Alors je voudrais juste faire un petit encart sur l'IME Conseil. Donc l'IME Conseil, c'est une émanation du fonds de recherche IME, Institut de médecine environnementale, qui a été piloté par Jacques Fradin et qui est toujours piloté par Jacques Fradin et par ses chercheurs. Et Jacques, aujourd'hui, se concentre sur la transition climatique et la façon dont il faudrait qu'on change de comportement sans que ce soit douloureux pour nous, pour être plus vertueux, pour essayer de sauver notre chère planète. Et donc Jacques a lancé International Panel on Behavior Change pour faire ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le site. C'est un enjeu majeur pour nous et c'est complètement connecté aux enjeux des entreprises. Super. Alors, aujourd'hui, parlons management. Parlons management parce que, vous le comprendrez, il faut repenser ce qu'est le management. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour le réinventer ? Je vous propose presque de le réenchanter, le management. C'est d'aller plonger dans ce qu'on a là. Parce que c'est là que se trouvent les clés, là que se trouvent les solutions. Notre cerveau provoque tout un tas de dysfonctionnements et d'erreurs managériales. Et donc, il va falloir qu'on aille regarder comment il fonctionne pour trouver des solutions. Et activer ce que j'appelle de mes voeux le management inclusif. Le management qui fait sa place à chacune et à chacun et qui permet à chacune et à chacun d'exprimer son plein potentiel et d'être bien sur son lieu de travail. Vous êtes au bon endroit. C'est un rêve, hein. C'est un rêve. Eh bien non, c'est pas qu'un rêve. Et c'est très important, évidemment, vous l'aurez compris, pour la performance opérationnelle. Alors, les managers du XXIe siècle sont-ils déjà au top, Laurent? Je te retournerai la question, Joy. Qu'en penses-tu? Eh ben, j'ai la réponse sous les yeux et je réponds pas si sûr. Et moi, je dis, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à être manager très souvent. On a été bombardé manager parce qu'on était un expert, parce qu'on était assez senior, parce qu'on était au bon endroit au bon moment. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui était la norme dans beaucoup d'organisations. Mais surtout, c'est parce que si on regarde les rôles managériaux,
scénario. Par exemple, si je me réfère à des modèles comme le modèle de Mintzberg, le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit certes organiser l'activité, planifier, contrôler que tout s'est bien passé, etc., si les objectifs sont atteints. Il fixe d'ailleurs des objectifs. Mais il doit aussi accompagner l'humain pour faire en sorte que cet humain il soit capable de livrer les objectifs. Il doit motiver, il doit rassurer, il doit développer l'intelligence collective, les soft skills de ses collaborateurs. Et là, je pense que nos managers, ils ne sont pas encore bien au top. Et il faut dire, à leur décharge, ils n'ont pas été aidés. Ils n'ont pas été aidés. Attendez, souvenons-nous toutes et tous de ce que nous avons vécu ces 2 dernières années. Alors, on s'est pris dans la figure des catalyseurs, j'appelle ça comme ça, c'est des trucs qui ont fait exploser des choses qui étaient sous-jacentes, mais ces catalyseurs sont très très forts. Parce que regardez, la pandémie, c'était quoi? C'était la remise en question de la science, c'était la remise en question de la sécurité. Parce qu'on s'est trouvé en insécurité. On a complètement changé les modèles. On a appris à télétravailler. Et d'ailleurs, un certain nombre n'en sont pas revenus du télétravail. Ouais. On a complètement changé de comportement au travail, de lien avec le travail. La guerre en Ukraine a été aussi un bouleversement. Les tensions, les approvisionnements, tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça n'était que le révélateur, le catalyseur de tendances de fond. Alors, la digitalisation, bien sûr, mais aussi la recherche de sens. Toi, Joy, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un truc qui te plaise? Ouais, c'est pour ça que je suis là. T'es là, je suis à la bonne place. T'es à la bonne place, tu fais un truc, tu t'enthousiasmes pour les soft skills, pour le futur, pour le développement des gens. Il y a plein de gens qui se sont dit, avec ces chocs, bah, moi aujourd'hui je suis plus à ma place, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, de me sentir plus utile, de changer de métier. D'où des engagements. Et puis les gens se sont dit aussi, moi, les transports, ras-le-bol, j'ai envie d'avoir une vie plus équilibrée. Et puis, les gens ont pris conscience aussi, avec tous ces phénomènes, des inégalités. Des inégalités, et c'est pour ça qu'ils veulent plus de centres. J'en jette plus, vous aurez compris que tout ça, ça a des impacts très très marqués sur le management, parce que le management, il va devoir absolument réengager les gens qui sont parfois désengagés, qui ont parfois peur, parce que tout ça, ça crée des peurs. Et le rôle du manager, ça va être de s'adapter à chacune et à chacun. Je ne vais pas traiter Joy comme je traiterais Maud ou Arthur. Pas du tout. Je vais traiter Joy comme une personnalité singulière, unique, ce qu'elle est d'ailleurs. Parce que Joy, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es le fruit d'une construction unique, ton histoire personnelle. Et donc le manager, aujourd'hui, il doit raisonner diversité cognitive. Chacune et chacun de ses coéquipiers est unique, il a une combinaison unique. Alors déjà, il y a la diversité des câblages neuronaux, ce qu'on appelle la neurodiversité. Ça concerne quand même 15% de la population, avec le positionnement sur le spectre de l'autisme, par exemple, mais pas que. C'est tous les troubles 10, c'est tout ça. Et puis aussi, c'est les HPI. C'est pas facile de gérer un HPI dans son équipe. Hein. Ça, on a toutes les séries télévisées en tête, mais ça a aussi une complexité d'un point de vue émotionnel. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut tenir compte des motivations et des attentes des individus, de chacune et de chacun, parce que c'est là qu'on va réussir à développer le potentiel, à faire en sorte que quelqu'un soit le plus productif, le plus épanoui possible. Et puis elles sont toutes différentes en fonction des personnes. Et ben voilà. Toi, tu t'es construit d'une certaine façon, il y a des choses que tu aimes faire, il y en a d'autres que tu n'aimes pas faire. Si je te demande de faire de la compta, je suis sûr que tu n'aimeras pas. Non. Bon. Diversité des modes d'apprentissage. Là, on est pendant la Skills Week sur les modes d'apprentissage. Eh bien oui, tout le monde n'apprend pas pareil. Il y en a pour qui le digital, ce sera génial. Il y en a pour qui ça ne pourra être qu'un complément. Et il leur faudra d'autres modalités d'apprentissage. Et puis aussi les modes d'interaction en groupe. Il y a des gens qui sont très assertifs, je crois que vous avez eu un échange sur l'assertivité, et d'autres qui sont beaucoup moins. Et le manager devra en tenir compte pour réguler son équipe. Alors parlons de quelques managers dysfonctionnels que j'ai rencontrés. Ok, tu as quelques exemples à nous montrer alors. Ah, j'ai quelques exemples à vous partager. Alors déjà, il y a le manager techno, là, celui qui ne s'intéresse pas du tout à tes contraintes. Lui, il veut atteindre vos objectifs, et le reste, c'est de la ressource. Là. Donc, Joy, ok, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça, et puis tes contraintes, tes transports, ta famille, tes machins, ça ne me regarde pas. Ok, bon, je dirais que celui-là, c'est le moins toxique de tous. Hein. D'accord, ça commence bien quand même. Ça commence bien quand même. Enfin, juste dire qu'il est un peu dysfonctionnel. Ok. Hein. Mais souvent, les managers, et on le verra, ne sont pas intentionnellement dysfonctionnels. Or, lui, bon... On en a tous rencontré, il n'est pas très intéressant, mais il n'est pas très méchant non plus. Ceci dit, ça provoque quand même des troubles. Alors lui,
Je ne l'aime pas. Il te parle. Il me parle vraiment. Je le vois. Il me parle vraiment. C'est celui qui vous aime pas pour ce que vous êtes. Il supporte pas votre catégorie. Il supporte pas les jeunes femmes Pepsi comme toi, tu vois, par exemple. Il supporte pas les vieux chauves comme moi. Il supporte pas. Il y a des trucs qu'il supporte pas chez vous et il vous le fait sentir. Il vous le fait sentir et ce qu'on a appris avec la recherche, c'est que ça transparaît par la posture corporelle, par les micro-signaux du corps. Et donc, tous les jours, avec ces petits signaux qu'il vous envoie, il vous infériorise, il vous fait comprendre qu'il ne vous aime pas. Il ne vous agresse pas, il fait attention parce qu'il sait qu'il y a des lois sur la non-discrimination, sur ci et ça. Il a quand même une posture à tenir. Il a une posture à tenir, mais il est là pour vous inférioriser. Des signaux. Et il diminue par ces signaux vos performances cognitives. Mauvais, lui, je ne l'aime pas, hein. Il me rappelle des gens. Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, il y a aussi ces fichus managers qui sont des staccanovistes du boulot. D'accord. Staccanovistes du boulot, c'est ceux qui... Ah tiens, je vais vous raconter une anecdote de mon passé quand j'étais consultant en cabinet de stratégie. Un 31 décembre, 18h30, j'avais terminé mes dossiers, j'étais en train de remballer. Mon manager arrive, il me regarde, il me fait « Tu t'en vas déjà ?» Moi, j'ai rien de prévu ce soir. On pourrait avancer sur le cas du client machin, comme ça on sera prêt pour la semaine prochaine, comme là ça va être cool. Vous vous rendez compte ? C'est le mec qui n'avait rien dans sa vie et qui pensait que moi j'allais sacrifier ma soirée avec mes potes pour le plaisir du travail parce que lui fonctionnait comme ça, dans sa vie il n'y avait que le boulot. Il entraîne son équipe à faire la même chose. À faire la même chose. Il faut que les autres soient comme lui. Il se fiche pas mal que vous soyez câblés différemment. Mais un message, le taylorisme managérial, ça ne marche plus. Il faut s'adapter à chacune et à chacun, à ses contraintes et à ses motivations. Alors il y a celui aussi... Celui-là, alors, il n'est pas méchant, mais il est irrationnel. Alors un jour, il est tout feu, tout flamme, il s'enthousiasme pour un truc, il a envie de faire, il veut lancer un nouveau projet, et puis le lendemain, il est plus ou moins grognon, dépressif, et puis il va dire non, j'aime pas ce que tu as fait, là. Alors que la veille, il l'avait adoré. Hein. On ne sait jamais sur quel pied danser. Sur quel pied danser. Ça, c'est insupportable pour des personnes qui ont besoin d'être structurées, d'être rassurées. Oh là, ça ne marche pas, ça. Là, celle-là, je l'ai mise dans mon bouquin. Elle te parle aussi ? Elle me parle beaucoup. Je l'ai côtoyée pendant quelques années. C'est le manager toxique par excellence. C'est celui qui gère sa dominance, qui vous écrase en permanence. Et donc, ça se traduit par un mécontentement permanent, une critique permanente, des petites allusions, des petites infériorisations au quotidien. Des petits regards comme ça, et ça, c'est extrêmement générateur de stress. C'est ce qui est le plus mauvais pour les individus. Ça tend au harcèlement parce que c'est répété. Et donc, ça fait partie des risques psychosociaux dont le harcèlement est une des expressions majeures, comme le stress, comme le burn-out. Parce que quand on a des gens qu'on oblige à travailler trop, ils sont en burn-out. Et donc, ça peut être aussi jusqu'à la violence dans certaines équipes. Donc, tout ça, ça a tout un tas d'effets pervers. Absentéisme, souffrance au travail, pathologies qui se développent. Parce que le cortisol, le stress, quand il est trop durablement ressenti, c'est l'hormone du stress, le cortisol, eh bien, il déclenche des pathologies internes. Et c'est très, très mauvais. Là, c'est la santé qui est touchée. C'est la santé qui est touchée. Alors, il faut qu'on rappelle les enjeux. Hein. Il y a la santé, il y a la performance, il y a la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, il faut qu'on agisse maintenant. On a vu tous ces managers dysfonctionnels, intentionnels ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, quelques éléments apportés par la recherche. Il y en a un qui est très intéressant, c'est que la performance opérationnelle, l'intelligence collective, ça dépend d'une chose, c'est de la capacité à prendre la parole, que chacune et chacun des membres du groupe prennent la parole, osent prendre la parole, suffisamment assertif, suffisamment rassuré dans le groupe pour prendre la parole. Tu vois là, Joy, je monopolise la parole, il faut que tu me la coupes. Il faut que tu t'affirmes, Joy. Ouais, mais je t'écoute, je regarde le chat, T'es en confiance. Je regarde nos participants, c'est très bien comme ça. Parce que ça explique 43% de la performance d'équipe, cette capacité à laisser chacune et chacun s'exprimer. Donc un appel à toutes et tous, managers, c'est faites en sorte que le dernier stagiaire, il puisse s'exprimer avec la même confiance que le plus senior de vos collaborateurs, le plus expert sur les sujets, parce qu'il aura une vision fraîche, distinctive, et il apportera des choses. Et c'est pareil, on a vu d'autres études d'Harvard qui ont montré que la créativité dépendait de la diversité des équipes, certes, des profils divers, des regards croisés, mais sous condition de management
inclusif seulement parce que sinon, il n'y a pas de performance, il y a même une sous-performance. Oui, voilà. En fait, ça empêche de pouvoir faire ce qu'on doit vraiment faire. Et de s'amuser à le faire en plus. Et de s'amuser à le faire. Je sens qu'on est chez SkillsD, on a besoin d'avoir du fun. Donc, vous l'aurez compris, c'est un enjeu majeur que de concrétiser l'inclusion. Et je vous partage cette étude du BCG de l'année dernière, parce que c'est plus 60% de performance opérationnelle dans un environnement considéré comme inclusif. C'est du bonheur au travail. Hein. Et c'est un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Et c'est aussi le fait qu'on a le droit de se tromper. Ouais. Toutes et tous, on fait des erreurs. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter et avoir ce droit-là. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on est dans un environnement inclusif. C'est le marqueur numéro 1 de l'environnement inclusif. On n'a pas peur de se tromper. Alors, me direz-vous, pour concrétiser l'inclusion, eh bien, je vous partagerai encore une fois un travail de recherche avec un concept. Le connaissais-tu, Joy? Non. La sécurité psychologique. Non. Alors, ça a été étudié comme étant le facteur numéro 1 de performance dans l'étude Aristote de Google. Hein. Ils ont étudié ça dans toutes leurs équipes dans le monde. C'est en fait la capacité pour chacune et chacun d'oser se sentir vulnérable devant les autres, de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur d'être sanctionné. Donc, le droit à l'erreur, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est par exemple, j'ai pas peur de me tromper devant toi là aujourd'hui. On est confort. On est confort devant tous nos amis qui nous écoutent. Je suis en sécurité psychologique parce que tu m'as rassuré. De la confiance envers l'autre, de la confiance en soi. De l'assertivité. Ouais. Et donc, tout ça, ça a été identifié comme reposant sur quelques paramètres. Alors là, c'est ce que j'ai partagé dans mon bouquin. C'est ma vision à moi. Hein. Donc, elle n'est pas forcément la plus totale parce qu'il y a quelques paramètres de la sécurité psychologique qui sont externes au management. Mais l'essentiel dépend du management. Externe au management, c'est par exemple la sécurité de l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la réassurance, ou c'est l'organisation du travail. Mais les études montrent que ce n'est pas ce qui contribue le plus à la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est la capacité à être soi-même au sein du collectif de travail. Par exemple, Joy, si tu dois cacher que tu as une situation familiale compliquée, que tu as des problèmes de fin de mois, que tu as des difficultés comme celle-là, ou ça peut être une orientation sexuelle minoritaire ou n'importe quoi, que tu dois cacher, eh bien, ça va te consommer de la charge mentale. Ouais. Tu ne vas pas pouvoir être toi-même. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'es pas en confiance. Et du coup, je ne serai pas en confiance avec les autres. Et donc, tu vas moins produire parce que ça pompera de l'énergie. Tu ne pourras pas montrer ta vulnérabilité. Et puis, il faut aussi pouvoir demander de l'aide. Là, je ne m'en tire pas avec un sujet client. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? T'inquiète, on va t'aider. L'équipe va t'aider. Et là... Ça rassure, on redescend. On redescend. C'est ce qu'on voyait aussi hier sur l'empathie, pouvoir exprimer. Exactement. Pour qu'on nous tende la main. Et puis les basiques, quand même, être respecté. Si je te parle mal, si je te regarde de travers, si j'écoute pas tes avis parce que tu es blonde, ce qui se passe dans certaines organisations, eh bien, ça va être atrophiant. Oui, voilà. Anxiogène. Anxiogène. Et puis s'il n'y a pas d'équité, si les règles ne sont pas claires, s'il n'y a pas d'exemplarité... ça ne va pas le faire. Ouais, et puis la personne n'ose plus rien dire, n'ose plus rien faire. Non. Et puis il faut être aussi, et ça parlera à ce qu'il disait, être dans une culture apprenante. On va changer plein de fois de job dans notre carrière maintenant, donc il faut vraiment être dans l'apprenance, apprendre en permanence. Alors soulevons la boîte crânienne. Hein, oula, pour voir, qu'est-ce qu'on va y voir pour voir quelques paramètres, comment les managers se sont-ils construits. Parce que le manager, c'est un homme comme les autres, ou une femme comme les autres. Hein, et donc il a été paramétré. Et c'est pour ça qu'il est parfois dysfonctionnel sans le vouloir et qu'il n'est pas au top de l'intelligence relationnelle. Alors, première source de programme, parce qu'on est déjà, nous les humains, essentiellement programmés, hein, et c'est très bien comme ça, parce que ça nous permet d'économiser de l'énergie, de réagir vite. Première source de programme, c'est tous les instincts. Tout ça, c'est prêt avant la naissance, et ça nous permet de nous mettre en sécurité. Et c'est ce qu'on appelle la gouvernance instinctive de notre cerveau, c'est des réseaux neuronaux. Et c'est là où le stress est géré. Donc, c'est un sujet pour les managers parce que le stress, c'est quand même assez présent au travail. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Deuxième source de programme, c'est ce qui permet aux animaux de meute de se comprendre. Tu vois, alors on se comprend. Ouais. Je vois que tu t'intéresses à ce que je dis, je vois qu'il y en a un qui dort là-bas derrière la caméra. Ça, c'est les micro-signaux du corps qui permettent aux animaux de meute de se comprendre. L'inconvénient, c'est que cette gouvernance, la gouvernance grégaire, celle des animaux de meute, fonctionne sur le rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a un dominant dans le groupe qui écrase les autres. Et ça, c'est encore très prégnant au XXIe siècle en entreprise.
Donc c'était bien parce que notre survie s'est bâtie sur la solidarité de la meute, mais aujourd'hui c'est plus forcément adapté pour un manager. Maintenant que le monde évolue. Pour un manager ou pour un collègue. Et donc ça a des impacts. Parce que le rapport de force, qui est la marque de fabrique de cette gouvernance grégaire, eh bien, elle crée des tensions. Le manager toxique, typiquement, il veut maintenir son pouvoir, il veut affirmer son pouvoir par sa dominance, et donc il vient inférioriser ses coéquipiers, parce que c'est comme ça qu'il garde son pouvoir. Malgré lui, en fait. Malgré lui, il est paramétré comme ça, et ça s'est programmé dans sa petite enfance jusqu'à la fin de la petite adolescence. Et il n'y peut rien. Et chaque individu reste sur ce fonctionnement-là pendant toute sa vie. Et puis troisième source de programme, alors là heureusement ça se construit tout au long de la vie, c'est les motivations, aversions, j'aime, j'aime pas. La motivation de manager, il faut qu'il aille la chercher pour mettre les gens sur les bons postes. Et les codes sociaux. Et les codes sociaux, c'est tous nos stéréotypes, toutes les croyances. Par exemple, le manager qui croit que le stress est bon, qu'il faut stresser les gens parce que c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ou le manager qui pense que tout le monde doit travailler comme un forcené parce qu'il n'y a que ça dans la vie. Eh bien, c'est dans ces codes sociaux. Et tout ça, cette gouvernance-là, la gouvernance émotionnelle, elle facilite notre équilibre émotionnel et elle donne des codes communs au groupe. Sauf que, on le voit, ça a des tas d'impacts. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle notre base de programme. C'est une compilation qu'en ANC, on appelle le mode mental automatique. C'est ce qui nous permet de fonctionner dans 95% des situations. On est en confiance, on conduit le véhicule qu'on connaît parfaitement pour aller sur la route du travail, il n'y a pas de danger. Et on arrive au travail, on ne se souvient même pas qu'on a conduit. C'est un pilote très fluide, très rapide du cerveau, le mode mental automatique, comme on l'appelle en ANC. Alors c'est génial. Il nous mange moins d'énergie, celui-là. Ah, il nous mange moins d'énergie, sauf que... C'est simple, mais c'est pas forcément rassurant aussi d'être en automatique. J'imagine que parfois, il faut pouvoir s'adapter. Bonne remarque, Joy, parce que l'automatique, ça s'est construit il y a 3 500 000 ans. Rien que ça. Les différentes strates du cerveau, donc c'est plus adapté à la vie moderne, l'automatique, parce que notre cerveau, il n'a pas toutes les données. Et quand il est en face de la nouveauté, en face d'une relation spécifique, moi manager, toi manager, c'est pas moi Tarzan, toi Jen, c'est quelqu'un que je connais pas. Eh bien, si je suis sur mes bases de données, je vais reproduire des programmes standards. Et je ne vais pas m'adapter à toi. Il faut que je connecte, il faut que j'interagisse avec toi. Et donc, il faut que je crée une relation spécifique. Et tout ça, on va voir comment le faire. Alors déjà, dans les bonnes recettes que je voulais vous partager aujourd'hui, il faut commencer par prendre conscience de ses propres paramétrages de manager et ses biais humains. Parce qu'on a une foultitude de biais. On a la croyance en un monde juste qui nous fait dire que chacun est à sa place. On a les stéréotypes. Stéréotypes qui sont extrêmement structurants. On nous a parlé de stéréotypes dans le les chat, stéréotypes, en effet. les stéréotypes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font qu'on n'évalue pas la performance de la même façon pour deux coéquipiers en fonction de ces stéréotypes. Ils font qu'on n'accorde pas le même poids à la parole d'une jeune femme blonde qui vient présenter un dossier informatique qu'à celle du vieux DSI très expérimenté, alors que c'est peut-être elle qui a la bonne solution. Et puis les stéréotypes aussi ils transparaissent, comme je vous le disais tout à l'heure, et ils vont inférioriser et diminuer les performances cognitives de la personne que nous avons en face. Donc, il faut se connaître ces stéréotypes et les challenger. Et moi, je sais que j'ai un problème, c'est que c'est mon rapport au temps. Je bug quand j'ai l'impression qu'on me fait perdre du temps, et je pars en vrille, et je deviens très... Non ? Je ne suis pas comme ça ? C'est aussi. Alors, bon, je vous ai parlé beaucoup du manager, mais le manager, son rôle, c'est aussi de déminer tout ce qui peut l'être en matière de biosystémique. Biosystémique, c'est la compatibilité de l'environnement avec l'humain. Faire en sorte que l'environnement soit favorable à l'humain, c'est-à-dire avoir des fonctions claires, avoir une culture qui est cohérente. C'est-à-dire, si on parle du droit à l'erreur et que la culture ne le permet pas et qu'on sanctionne les gens, ben, ça ne va pas. Donc, le manager, il doit s'attacher à nettoyer toutes ces scories. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on fait dans un diagnostic biosystémique, mais là, c'est somme toute assez simple. Mais il doit aussi faire des choses plus compliquées. Réguler les micro-agressions. Les micro-agressions qui sont liées au fonctionnement de la gouvernance grégaire, qui sont liées à des incompatibilités. Par exemple, j'ai vu une étude qui m'a frappé, qui est toute récente, c'est que 44% des salariés en France ne parlent pas à certains de leurs collègues parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs opinions. 44%. Vous imaginez dans un collectif de travail ? Personnel, professionnel. Opinion personnelle, professionnelle, etc. Et donc, ils ne se parlent pas. Donc, la déperdition de performance, la déperdition en communication, eh bien, c'est pas bon. Et sans compter les micro-agressions qui transparaissent, comme je vous le disais. Donc, on a vu
Pensez chaque coéquipier comme une combinaison unique. Joy est unique, je suis unique. C'est la diversité des parcours, la diversité des motivations, la diversité des modes d'interaction en groupe. Et ça, c'est très important. Et on peut le faire. On va voir comment. Il faut se connecter à chacun en développant son intelligence relationnelle. Et là, on va voir comment faire pour développer sa capacité à connecter. J'aimais bien le puzzle avant parce que c'est la capacité à se connecter l'un l'autre quand on ne se connaît pas ou quand on se connaît dans une situation qui requiert un petit peu de doigté, de finesse. Parce que pour tous les jours, bon, ce serait un peu too much, mais il y a des moments où on doit se connecter. Et je voulais vous partager un résultat d'étude que nous avons mené l'année dernière sur l'engagement. Et là, le manager a un rôle essentiel à jouer parce qu'il doit comprendre ça. Il y a des facteurs managériaux qui jouent sur l'engagement, mais l'essentiel de l'explication de l'engagement dans cette étude, EFE 2021, c'est l'individu qui est au cœur. C'est-à-dire ce sont des facteurs individuels, ce sont les capacités d'adaptation de l'individu et c'est les motivations de l'individu qui correspondent à ce qu'il fait. Joy, elle est bien positionnée sur le job qu'elle aime, donc elle est engagée. Joy, elle est adaptative, c'est-à-dire que tout à l'heure, je la voyais ramer avec des histoires de livraison de ci qui n'étaient pas arrivées, etc. Elle a une capacité d'adaptation, et même dans un environnement toxique, même avec un manager toxique, elle pourrait être engagée. Donc l'engagement, ça dépend essentiellement de ces deux paramètres. Et évidemment, le désengagement vient des conflits de valeurs. C'est le facteur explicatif numéro 1, c'est ce que vous voyez en rose un peu plus foncé, du désengagement. Mais retenez que votre intelligence adaptative, votre capacité à vous adapter aux changements en situation compliquée est le facteur numéro 1 d'engagement. Et donc, oui, mais comment on fait du coup pour le développer ? Et comment on fait ? Je vous ai plombé tout à l'heure en vous disant qu'on était programmé. Eh bien non. On n'est pas que programmé. On est beaucoup programmé parce que c'est confortable. Mais tu peux prendre les commandes de ton cerveau, Joy. On a un mode mental adaptatif. Le mode mental adaptatif, c'est ce qui a permis à l'espèce humaine de s'adapter à toutes sortes de transformations, à commencer par le changement climatique. Et ça lui a permis de faire face à la nouveauté, à la complexité. Et c'est localisé dans la partie la plus récente du cerveau, le cortex préfrontal. Et donc il faut... Quand on en a besoin, quand on doit interconnecter avec quelqu'un pour la première fois, pour bien le comprendre, pour bien le décrypter, quand on a une tension qui est apparue dans l'équipe, où on voit que quelqu'un est en fragilité, il y a des micro-signaux, eh bien, il faut connecter ce mode mental adaptatif pour basculer. Ouais. Et ça doit consommer beaucoup plus d'énergie, j'imagine. Ça consomme de l'énergie, mais c'est super utile et ça en fait gagner. Ouais. Alors, le mode mental adaptatif, il nous permet d'être vraiment connecté à la personne. Il permet de maîtriser nos irritants. Tiens, par exemple, j'aime pas ta coiffure, mais je te dis rien. Non, il permet de maîtriser toutes ces petites réactions instinctives. Il permet d'accepter la réalité. Ok, on est super à la bourre. Il permet de prendre du recul sur ses préjugés, sur ses stéréotypes. Il permet d'interagir efficacement et de mieux décider. Donc, on trouve des solutions avec ce mode mental adaptatif. Donc, pourquoi ne pas l'activer tout le temps ? Parce que ça consommerait trop d'énergie. Voilà, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un interrupteur. Un switch qui permet de l'appeler quand on en a besoin. Comment on l'allume ? Eh bien, c'est quand notre cerveau détecte la complexité ou la nouveauté. Mais sauf que dans les conditions de la vie moderne, ça ne marche pas. On ne repère pas, par exemple, que lors d'un recrutement avec un candidat, eh bien, c'est des circonstances qui devraient nous faire basculer, appeler le mode mental adaptatif. Et donc, il faut se leurrer. Il faut tromper notre cerveau pour lui faire croire que c'est une situation où il a besoin d'appeler son pote le mode mental adaptatif. Et il y a des techniques, et c'est ce qu'on a développé à l'Institut depuis une trentaine d'années, des techniques qui permettent de le faire très très simple. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des soft skills. Et plus on les développe, plus les connexions neuronales se font, plus c'est facile, plus on est musclé du cerveau. Et ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe, moins on consomme d'énergie. Moins on consomme. Et donc c'est super, et ces soft skills, nous, c'est ce qu'on apprend avec des petits exercices. Alors, on a toute nature, il y en a qui sont plutôt de l'ordre de la sensorialité, l'exercice du mélomane où on écoute, les sensations, tous les capteurs. Et en fait, écouter trop d'informations, et ben notre cerveau, au bout d'un moment, il bug, il dit « Oh là là, trop complexe, je bascule ». Là, je vous en partage un, bon, vous pourrez regarder dans des vidéos comment ça marche, mais ça s'appelle le pack aventure. C'est en gros, par l'écriture, arriver à trouver des inconvénients à votre fonctionnement et des avantages
au fonctionnement de l'autre. Et il y a une technique très très précise avec 4 étapes qui permet de dire finalement l'autre qui est toujours en retard, eh ben, ça n'a pas que des inconvénients et ça permet progressivement de faire baisser ses rigidités convictionnelles quand on a un collaborateur en retard systématiquement, etc., etc. Et puis ça marche entre collègues. Ça marche du manager au manager, ça marche à la maison avec les mômes voilà. Qui font pas ce qu'on veut, etc. Alors, quand on communique aussi, quand on est manager, parce que la communication est essentielle, il faut être soi-même authentique, assertif, on le sait, et puis être attentif à ce qui fait partir en vrille chacun. Tu vois, par exemple, Joyce, si tu me demandes un truc pour tout de suite, là, moi, qui ai un rapport au temps qui est très très compliqué, ça va pas le faire. Et puis, il faut aussi utiliser le feed-forward. Je vais pas te dire, non, mais là, tu vois, ce que tu m'as fait, c'est chiant. Je vais te dire, bon, la prochaine fois, essaie de me dire ça peut-être un peu, comment est-ce qu'on pourrait, ou alors encore mieux, pratiquer le questionnement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois... Comme ça, c'est l'autre qui te donne la solution et ça marche il ensemble. Accepte déjà. Ouais, voilà. Tu as tout compris. Donc, développer l'intelligence adaptative des membres de son équipe avec ces petits exercices, du co-développement ou autres exercices d'intelligence collective, eh bien, c'est une marque de fabrique pour moi du manager inclusif parce que comme ça, on travaille ensemble, on crée du lien et c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. Et il y a tout un tas d'exercices. Alors moi, je vous en partage un que j'adore, c'est les chapeaux de Bono. Chacun prend à son tour une couleur de chapeau. Il y a le chapeau positif, le chapeau de la créativité, le chapeau des problèmes, le chapeau noir, le chapeau de l'enthousiasme, etc. Et ça permet de ne pas avoir d'angle mort dans la prise de décision, ça permet de mobiliser le collectif de travail. Et en fait, ça repose sur la stimulation de l'intelligence adaptative du collectif. Alors en conclusion, parce que j'ai été rapide sur ce qu'on pouvait faire, le management inclusif, vous l'aurez compris, c'est un impératif parce que le taylorisme managérial, c'est plus adapté et ça nous emmène dans le mur, compte tenu des nécessités de transformation des organisations. Et donc, il faut savoir concilier qualité de vie et des conditions de travail et performance opérationnelle durable. J'insiste. Donc, pour faire ça, le mot-clé, la sécurité psychologique. Alors, vous aurez compris ces paramètres, vous les retrouverez dans les descriptions, mais c'est très important de positionner le débat sur cela. Une fois qu'on a créé les conditions de la sécurité psychologique, on a les facteurs d'engagement, on a mis les gens sur les bons postes, on a fait l'appairage entre ce qu'ils aiment faire, leur motivation profonde, celle qui leur donne de l'énergie, et l'activité qu'ils exercent. Malheureusement, nous, les managers, on a quand même un petit peu de défaut. On a été paramétrés dans une époque autre pour moi. Et puis, bon, il y a du vécu derrière. Donc, on a des freins liés à l'évolution humaine. Mais Joy, qu'est-ce qu'on a comme compétences distinctives, comme ressources qu'on ne mobilise pas assez ? Le mode mental adaptatif. Exactement, le mode mental adaptatif, celui qui a permis à l'humanité de s'adapter à tout un tas de choses, de conquérir la planète et qui devrait nous permettre de survivre et de protéger la planète. Message à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous avez identifié des pistes. N'hésitez pas si vous voulez les creuser. Et puis, nous attendons avec impatience vos questions. On va passer aux questions-réponses, on va s'asseoir. Alors peut-être, je me dis en attendant... Ah oui, très bien. Et puis après, on reviendra peut-être sur des slides où tu présentes des exercices pour qu'ils puissent prendre des captures d'écran et reproduire en équipe. Alors, pendant que vous nous envoyez toutes vos questions pour Laurent, j'en profite pour vous donner les règles du jeu pour la box Skills Week. Donc, il y a un post LinkedIn qui va être publié dans quelques secondes par Laura. Vous allez pouvoir commenter ce post en nous laissant vos feedbacks, ce que vous retenez de cette émission, ce que vous allez mettre en place, nous partager aussi des expériences. Vous avez peut-être aussi des tips que vous pouvez partager à toute la communauté. Donc, on s'entraide ensemble. Et puis, likez la page Skills Day pour tenter de remporter cette box. Il y aura 5 gagnants. Alors, est-ce qu'on a des questions pour toi, Laurent ? Donc, on a surtout du partage d'expérience. Alors, on a Anne qui nous demande comment entraîner son manager toxique. Alors, tous les managers toxiques ne se reformatent pas. Donc, parfois, dans certains environnements, avec des managers très très toxiques, comme celui que je vous mentionnais, qui a été le mien, il faut faire ce que j'appelle mettre son habit de lumière.
C'est-à-dire se protéger soi, individu, pour ne pas être atteint par toute cette toxicité. Parce que l'autre, il est tellement toxique qu'on n'arrivera pas à rétablir l'équilibre. Sinon, quand on a une interaction avec un manager toxique, il faut avoir en tête que lui, il est dans le mode grégaire. Son mode de fonctionnement, la gouvernance, le pilote de son cerveau à ce moment-là, c'est le mode grégaire. Donc c'est le rapport de force. Il est en train d'essayer de vous écraser pour montrer sa dominance. Et par exemple, quand il est très agressif verbalement, une technique, c'est la technique du disque rayé. Il faut, sur un ton monocorde, très assertif, mais pas agressif du tout, répéter 3 fois la même chose. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pourrais-tu reformuler calmement? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Joy, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Et le simple fait de faire quelque chose qui est inattendu, qui n'est pas prévu pour le logigramme, le logiciel du prédateur que vous avez en face de vous, eh bien fait que ça le met en inconfort, que son cerveau va réagir en faisant quoi? Une bascule en mode mental adaptatif, qui est celui de la connexion à l'autre, de l'équilibre de la relation et de la pacification. Et là, pendant quelques minutes, vous aurez une fenêtre de tir pour faire baisser la pression. Mais de façon durable, on ne pourra pas le reformater, sauf s'il suit un coaching très approfondi. C'est vraiment sur une situation donnée, si on a besoin à ce moment-là de s'exprimer. Il y a d'autres techniques que vous pouvez venir découvrir à l'Institut en vous formant si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi mettre votre habit de lumière et c'est développer votre intelligence adaptative qui vous permet à vous de résister. Oui, voilà, c'est ça. De consommer moins d'énergie et de se protéger. Exactement, et de se protéger, et de ne pas être atteint. Alors, on a Terence qui nous demande comment faire prendre conscience à son service RH que le management général est plus toxique que assertif. Donc cette fois, on n'est pas pour... On est sur les RH. Une personne, on est sur un autre niveau. Alors, je dirais que les RH, malheureusement, la fonction RH, c'est un petit peu dévalorisée parce qu'on les a cantonnés à un rôle de gardien du temple, de gestion de données. Et il faut essayer de leur redonner un peu de souffle en leur expliquant la façon dont on fonctionne, la façon dont fonctionne notre cerveau, les besoins humains. Il faudrait que les RH, comme les managers, se forment au management inclusif et au levier du management inclusif, c'est-à-dire qu'ils sont liés au fonctionnement humain, aux besoins de sécurité psychologique, par exemple. Et la bonne technique, c'est de leur montrer des histoires de vie, de leur raconter des histoires de vie et de leur raconter avec le décryptage tel que celui que je vous ai partagé, sur ce qui se passe derrière, l'envers du décor, la souffrance ressentie et d'où ça vient et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le mode de fonctionnement managérial dysfonctionnel. Merci Laurent. Est-ce que tu peux nous redécrire l'exercice des chapeaux, s'il te plaît? Ah, l'exercice des chapeaux de Bono, alors il est très connu, c'est un exercice avec 6 chapeaux qui ont des couleurs différentes. Et dans un collectif de travail, quand on doit décider, quand on doit définir une stratégie, eh bien, tour à tour, on convoque chacune des couleurs, on se met ce chapeau-là virtuel, on n'est pas obligé d'avoir les chapeaux physiques, mais on dit par exemple, là, je suis chapeau jaune. Je suis chapeau jaune, celui de la créativité. On commence par le chapeau blanc, toujours, c'est celui de la neutralité des faits. Et puis après, on fait tourner, on fait passer tous les chapeaux. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'y a pas d'angle mort. Et puis ça stimule l'intelligence adaptative du collectif parce qu'on va chercher à vouloir analyser les choses sous tous les angles. Et ça fédère, ça a plein d'effets positifs. Tout le monde aura pu s'exprimer sous toutes les casquettes, chapeaux. Toutes les casquettes. Et l'idée, toujours, tour de parole, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, parce que vous l'avez compris, c'est le facteur explicatif numéro 1 de l'intelligence collective. Alors, on a Thibaut qui nous demande comment faire prendre conscience à un collègue, un manager, un partenaire, qu'il ou elle est dans une posture toxique sans qu'il ne le sache. Sans qu'il ne le sache. Ouais. Alors... moi j'aime bien, j'ai pas la solution parce qu'il faut connaître tout le contexte, etc. Ouais. Moi j'aime bien raconter des histoires et raconter l'histoire d'une autre situation, de ce que quelqu'un a vécu,
avec de l'émotion, dire ben voilà, cette personne, elle était dans un environnement comme celui-là, c'était hyper dur pour elle, voilà ce qu'elle a ressenti, voilà ce qui s'est passé, voilà sa souffrance. Et là, avec la souffrance de l'autre, sans être directement agressif, on crée une forme d'empathie. Et vous savez que nous, les humains, on a des neurones miroirs. L'empathie, c'est ça, c'est notre capacité à ressentir la souffrance de l'autre, y compris à travers des histoires. Et puis par petites touches, après, on fait passer le message que, bah ouais, nous aussi, on a un peu ressenti ça dans l'équipe quand... tu vois, par exemple, là, quand tu as dit ça, ça me fait penser à l'histoire que je viens de te raconter. Ça permet de libérer la parole aussi des autres. Ça permet de libérer la parole en utilisant le détour d'une histoire. Alors, ça peut être une histoire vraie, un film, enfin, tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a une question de Salma, comment faire avec un manager qui ne veut pas me changer de client? Donc, j'imagine que c'est le client qui est identifié comme toxique dans la relation et que le manager n'entend pas ça. J'ai l'impression que ça revient un peu à ce que tu disais pour le service RH. Oui, c'est ça. Il y a une technique qui peut être utilisée, c'est le questionnement. C'est-à-dire de faire état au manager qu'on a une difficulté avec ce client et d'essayer de questionner. Alors, une technique du questionnement sans fin, c'est d'essayer de faire basculer le manager en lui posant plein de questions, mais un peu comme les enfants. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver un autre client pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, selon toi, m'adapter à un autre client? Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Et puis à la fin, on arrive au comment est-ce qu'on pourrait faire. Et là, le manager, il va peut-être identifier des solutions. Parce que si le manager ne veut pas, c'est que lui, il doit avoir une contrainte. C'est pas forcément une volonté de nuire, c'est qu'il doit avoir une contrainte, c'est qu'il ne sait pas comment remplacer. C'est Salma, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur ce compte client-là, parce qu'elle est très très bonne sur ce compte client-là sans doute et qui pense que ça va faire un trou. Et Salma doit lui faire prendre conscience aussi et de dire et si je tombais malade? Et si? Et en multipliant les questions, vous vous souvenez de ce que ça fait? Eh bien, on ouvre les chakras du manager, il va prendre conscience qu'il y a un sujet. Et ça va le mettre en mouvement, peut-être pas immédiatement dans la seconde, mais ça va le mettre en mouvement. Et peut-être que Salma, elle peut aussi proposer des solutions. Parce que ça peut rassurer son manager de dire, ben voilà, il y a un tel qui serait intéressé par ce client. Ou alors ce client a fait passer le message qu'il préférait un profil plus senior que moi, plutôt un homme, plutôt ci ou ça. Essayez de déstabiliser le manager en posant plein de questions, en posant plein d'hypothèses, plein de probabilités. Oui, et puis ne pas lâcher l'affaire tout de suite, continuer. Pour qu'il comprenne. Et puis lui faire prendre conscience qu'il y a un risque derrière, le risque d'épuisement de Salma. Eh bien écoute, on a beaucoup de retours sur la technique du chapeau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'essayer. Vous pourrez écrire à Laurent pour lui montrer aussi ce que vous avez essayé, ce que vous en avez conclu. C'est vrai que ça donne envie de tester ça en intelligence collective, en lancement de projet. Alors, merci pour tous vos retours. On a de super retours sur cette émission. Merci Laurent. On se retrouve cet après-midi avec Maud. C'est la dernière émission sur l'écoute. Vous avez à l'écran nos coordonnées qui s'affichent. On a le numéro de téléphone d'Alex, comme depuis le début de la semaine. On a hello@skizday.com pour contacter Skizday, pour suivre les échanges. Et si vous voulez aussi aller plus loin sur tous ces sujets-là, vous avez l'adresse de Laurent, laurent.depont@imeconseil.fr et bien sûr nos réseaux sociaux mutuels pour nous partager tout ce que vous essayez, vos ressentis et aller plus loin dans les échanges. Et surtout, on retrouve Laurent ce soir. C'est que le début de la journée finalement. On retrouve Laurent ce soir pour notre cérémonie de clôture. On a privatisé un super cabaret. On va pouvoir vous apporter plein de choses, des contenus. On va aussi revenir sur certains points, mais j'en dis pas trop. L'important c'est qu'ils découvrent eux-mêmes et qu'ils vivent le moment présent. Donc il est encore temps de s'inscrire pour profiter de cette soirée en live streaming. Et puis c'est quand même plus sympa que le programme télé classique du jeudi soir. Allez-y, c'est gratuit. On sera ravis de vous accueillir et de poursuivre cette semaine avec vous pour le dernier moment. Merci à tous, on vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure pour les participants. Ciao, merci Laurent. Bye bye.